Alors, donc je suis très heureuse vraiment que Alexandre Michel puisse venir nous présenter son travail aujourd'hui. Alors, je lui avais proposé de venir parce qu'il a fait deux choses assez rares et intéressantes. Bon, la première, c'était de faire un master en sociologie, donc c'est encore assez rare pour les internes en médecine, et donc c'est une expérience qui peut être partagée et qui est enrichissante. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'est intéressé à la grounded theory et il a notamment fait un travail de recueil de données par ethnographie. Donc il a vraiment fait un terrain de recherche, chose qu'on a tendance à considérer un peu vite comme quasiment impossible en médecine, parce qu'on se dit qu'on est contraint avec nos emplois du temps, notre thèse à finir, notre internat. Donc là, on va avoir un exemple de thèse de médecine en 2017 avec un recueil de données par ethnographie. Et voilà, c'est faisable et c'est bien de l'entendre. Ok. Du coup, j'avais préparé un diaporama, mais Si, on va le mettre. Ah, Ah, t'inquiète. Non, maintenant tout est branché. c'est facile. Là, c'est facile. Là, je gère. Il n'y a pas de souci. Donc je mets ici. Voilà, tu le mets ici. Tu récupères la souris, le clavier. Donc, si tu veux. Non, le clavier, ça va. Non, je pense. Ah, quoique pour tracer. On va passer les morceaux, c'est plus simple. Hop. Vous le recevez là, c'est bon? De votre côté? Oui. Hop, voilà. Ok, bon, j'y vais. Du coup, j'ai pas l'heure. Ah, mais je le laisse sur mon ordi. Tu veux qu'on te, Non, c'est bon, on te prévienne? Du coup, oui, j'avais prévu 40 minutes de présentation. Alors, donc, je vais vous présenter le sujet de mon mémoire de Master 2, qui porte donc sur le CT, comme l'a dit Lélia, à partir d'une ethnographie. Bon, je ne vais pas trop appesantir sur la méthodologie. L'idée, c'est que j'ai fait donc une enquête par observation, principalement pendant 3 mois, dans un service universitaire où il réalisait les ECT, et par entretien, une dizaine d'entretiens environ, avec les professionnels, et pas avec les patients, par souci de temps principalement. Donc, j'ai appelé ma recherche « Faire accepter et se résigner, la justification de l'ECT en psychiatrie ». Donc en guise d'introduction, je voulais revenir sur... bon, je voulais pas trop parler de méthodologie, cependant il me semblait important de repréciser un petit peu ce qu'était le travail de problématisation en recherche qualitative de manière générale, pour un petit peu ensuite retracer avec vous comment j'ai procédé et voir un petit peu avec vous comment j'ai construit mon introduction et ma problématique. Bon, l'idée d'une problématique, c'est que c'est une question à laquelle la théorie répond et qui est quelque chose d'assez difficile puisque, contrairement à la problématisation en recherche quantitative, en qualitative doit se faire plutôt en fin de travail. Une fois qu'on a l'ensemble des données, donc là j'ai mis sur la diapositive, il y a 2 écueils principaux, des questions qui sont trop descriptives et des questions qu'on dirait trop scolastiques ou métaphysiques. Je vais donner un exemple. Là, par exemple, si pour mon mémoire, j'avais posé la question que pensent les professionnels de l'ECT? Voilà, typiquement un exemple de questions trop descriptives qui ne mènent qu'à un catalogue trop descriptif. Voilà. En revanche, si j'avais posé la question, est-ce moral de proposer l'ECT? Là, en revanche, je me serais trouvé dans une question trop métaphysique qui ne fait pas appel au terrain, qui nécessite uniquement une réflexion et qui ne permet pas de lier ensemble tous les phénomènes observés. Bon, j'ai mis, il existe une recette, c'est une façon de parler. En fait, c'est un article de Lemieux, de Cyril Lemieux, qui procède en 4 étapes. Bon, c'est une façon d'expliquer les choses, mais qui est assez parlante. L'idée, c'est de tout d'abord s'emparer d'une croyance partagée. Bon, je vais expliquer ensuite. En tirer une série d'inférences logiques. Mettre en évidence qu'en fait, il existe un certain nombre d'éléments empiriques qui rentrent en contradiction avec ces éléments-là. Et finalement, se demander comment tout ça peut coexister. Et puis, c'est ça, en fait, la problématique.
L'exemple le plus célèbre, en fait, c'est Durkheim avec le suicide. Il s'empare de la croyance que le suicide est un phénomène uniquement psychologique. Il dit, si le suicide n'était qu'un phénomène psychologique, il devrait y avoir de grosses variations d'une année sur l'autre du suicide. Or, on observe que chaque année, il y a ce qu'il appelle un contingent de gens qui se suicident. Donc, il doit exister d'autres facteurs que des facteurs psychologiques dans le suicide. Et donc, son idée, c'est qu'il y a aussi des facteurs sociologiques. Voilà. Bon, l'enquête qualitative, ça répond plus à des comment, plus qu'à des pourquoi. Et souvent, la question en sciences sociales sera de se demander comment tel phénomène survient. Voilà. Donc, je vais commencer avec mon travail, à proprement parler. Moi, mes premières questions, c'était un petit peu d'essayer de comprendre comment un traitement qui était jugé barbare par l'ensemble de la population, encore aujourd'hui, pouvait tenir, pouvait être rendu acceptable, pouvait perdurer dans le temps et quelque part se reproduire. Donc pour ça, moi je me suis attaché à définir qu'est-ce que c'était finalement un traitement acceptable. J'ai volontairement évité le terme de consentement pour deux raisons que j'ai pointées sur ce diaporama. C'est que d'une part, ça centre l'analyse sur la relation entre le malade et le patient, et que moi, au contraire, je voulais comprendre l'acceptabilité pour les patients, les familles, les professionnels, infirmières, psychologues. Voilà. Comment est-ce que ça se dispatche Et deuxièmement, ça ne tient pas compte du fait qu'il peut exister ce qu'une anthropologue a appelé le consentement résigné. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, donc c'est Sylvie Finzang. Et donc, elle parlait de ça en fait dans les soins palliatifs. Elle disait, en fait, face à des situations terribles, les patients viennent à consentir à des soins qu'on ne peut pas vraiment appeler un consentement éclairé, mais plutôt un consentement résigné face à la maladie. Voilà, donc j'ai essayé de définir deux termes que sont accepter et l'acceptabilité, avec l'idée de dire que le sens commun définit en général l'acceptabilité comme un ensemble de conditions qui permettent d'accepter quelque chose. Moi, j'ai essayé de définir les choses dans le sens inverse. Et de parler en termes de trajectoire, en termes de trajectoire de soins. L'idée, c'est que accepter, en fait, c'est pour un patient, un professionnel, accepter, c'est permettre d'entrer dans la trajectoire de l'ECT. Voilà. C'est une définition peut-être un peu trop globale, mais ça permet d'englober et de pas être d'englober plus de monde et de ne pas être trop restrictif. Et l'acceptabilité, c'est deux choses. C'est d'une part, c'est la reconnaissance d'un état de santé jugé inacceptable. Donc ça, c'est un petit peu ce que je disais avec le consentement résigné, hein, c'est qu'il y a des états de santé qui deviennent inacceptables dans la façon dont les professionnels construisent le trouble. Et d'autre part, c'est le travail véritablement de la part d'ensemble des professionnels pour faire accepter. Voilà, c'est ces deux choses-là. Ça peut paraître flou comme ça, mais finalement, en fait, en définissant les choses comme ça, ça permettra de mieux comprendre les choses par la suite. Voilà, donc pour problématiser, moi je suis parti de deux situations. Là, c'est ce que j'ai appelé l'engagement et la distanciation. De deux situations un petit peu. Ah, pardon. Ouais. De deux situations qui m'ont permis d'un petit peu de poser les bases de ma problématique. La première, c'était premier jour de terrain. J'arrive dans le service. On me demande un petit peu qu'est-ce que je veux faire. Moi, ne voulant pas trop en dire sur véritablement les questions que je me pose, pour ne pas induire les choses chez mes enquêtés, je leur dis que je travaille sur... Je t'interromps juste une seconde. Tu Oui. n'étais pas interne là du coup? Non. D'accord. C'était observateur non participant. Donc je dis quelque chose. Et tout de suite, deux ou trois psychiatres me disent « Mais en fait, ce que tu veux faire, c'est de montrer que le CT n'est pas efficace. » Sachant que c'était pas du tout ma position. Voilà, donc cette suspicion que je veuille disqualifier un petit peu l'efficacité de la technique. Donc, première situation. Deuxième situation, quelques mois plus tard, je me retrouve à présenter un travail où je décris la séance de CT dans un séminaire de sciences sociales avec mes camarades en Master 2, donc qui ne connaissent pas la technique.
Et donc je leur explique que moi je veux me décaler justement de cette position de l'efficacité. Et là je me retrouve face à des personnes qui sont quand même assez presque hostiles, qui me disent mais comment peux-tu évacuer la question de l'efficacité? Enfin, je veux dire, si on propose quelque chose d'aussi horrible, j'espère bien que c'est efficace. Voilà. C'est un petit peu comme ça que les choses m'ont été présentées. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on voit bien que l'efficacité c'est quelque chose qui rentre dans une certaine norme morale quelque part, et donc pour essayer de comprendre comment les choses se sont passées, moi j'ai forgé le concept d'éthos de l'efficacité. L'idée d'un ethos, en fait, c'est de dire qu'il existe des comportements qui sont récurrents dans un groupe social donné et qui sont caractérisés par une posture morale et qui sont régis par des normes. Là, en fait, l'idée de l'éthos de l'efficacité, c'est de dire que, en tant que médecin, psychiatre, il y a une promotion obligatoire du traitement par ECT. C'est-à-dire que essayer d'adopter une autre position est quand même assez hétérodoxe. Et l'idée aussi de cet ethos-là, c'est de dire que c'est de mettre en avant les effets positifs et de minimiser les effets négatifs. Voilà. Donc cet ethos-là, il est basé sur deux choses, les essais cliniques randomisés et aussi une certaine expérience de l'efficacité qui est vue au sein des services. Et finalement, cet ethos, on peut dire que c'est à la fois une croyance, des certitudes et une forte confiance dans l'issue favorable du traitement lorsqu'il est proposé. Et dernier point très important, c'est de dire que finalement cet ethos est partagé presque exclusivement par les psychiatres qui doivent proposer le traitement, et que du côté alors des soignants, des psychologues, des familles, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus partagé, où il n'y a pas cette injonction à promouvoir la technique. Voilà. Donc là, je vais vous résumer un petit peu les choses. Ah oui, merde. Très pratique. Donc l'idée, c'est donc on va reprendre un petit peu les étapes que je vous ai données tout à l'heure pour la problématique. La première chose, qui était un petit peu donc, ce que j'appelais tout à l'heure s'emparer d'une croyance, c'est que les psychiatres, pour anticiper les critiques qui leur sont faites, brandissent l'efficacité de l'ECT comme élément central pour rendre la technique acceptable. Or, donc, quelles sont les conséquences logiques? Donc, ils devraient utiliser ça dans la pratique clinique quotidienne pour justifier l'ECT, et uniquement ça. Or, en fait, on se rend compte que dans le terrain que j'ai fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Le CT est justifié par un ensemble de raisons, un grand réseau de justifications. Et donc, la façon dont j'ai posé la question, c'est comme ça que je l'ai écrit, c'est comment les psychiatres construisent l'efficacité de l'ECT pour que le traitement reste acceptable. En d'autres termes, quelle conception de l'efficacité de l'ECT il forge pour que le traitement soit acceptable. Voilà, donc je vais vous présenter mes résultats en deux parties. Je ne sais pas trop bien. Ah oui. La première, j'ai appelé ça les dispositifs hospitaliers. Et c'est un petit peu, voilà. Bon, l'idée, c'est de montrer comment on arrive à justifier des traitements à partir de la rhétorique clinique, de la construction des cas. Et dans un second temps, je vous montrerai comment l'efficacité est construite au sein des services. Voilà, alors, dans cette partie, je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on en vient à proposer le CT. Non, mais j'essaie d'y penser à chaque fois. L'idée, c'est de dire, donc j'étais dans un service universitaire qui prenait essentiellement en charge des dépressions. Ça, c'est important de le savoir. Et d'autres choses. Mais les CT étaient proposés principalement dans l'indication de la dépression, avec une philosophie dans le service qui était de dire que les hospitalisations duraient en général 2 semaines. Et qu'il y avait une certaine, ce que moi j'ai appelé la dynamique de l'hospitalisation, qui découpait un petit peu l'hospitalisation en deux étapes. La première qui consistait à protéger le patient. En fait, finalement, vous allez voir que c'est ce qui se passe dans tous les hôpitaux, sauf que souvent c'est à une échelle de temps un peu plus grande. La première, de protéger le patient pour l'évaluer.
proposer un traitement et dès l'introduction du traitement, commencer à stimuler, ce qu'ils appellent stimuler le patient pour le faire sortir, le réadapter en fait à la réalité extérieure. Cette dynamique de l'hospitalisation dans ce service, elle était sous-tendue par une conception très biologique du trouble mental. L'idée de protéger, c'était d'isoler un petit peu le malade au sein de l'unité pour pouvoir voir quels étaient les symptômes, qui étaient systématiquement lus en termes de dysfonction physiologique, biologique, et la stimulation dans quelque chose de voir comment finalement, une fois que le traitement est introduit, la biologie se réadapte à un environnement qui auparavant posait problème. Voilà un petit peu comment est conceptualisé l'hôpital dans ce service-là. Et alors moi ce que je dis, c'est qu'il existe, donc ça c'est ce que j'ai appelé l'hospitalisation standard, et qu'il existe un ensemble de cas où il va y avoir une déviation de cette trajectoire standard, et que le but des psychiatres c'est de réaxer la trajectoire dans cette trajectoire standard. Pourquoi est-ce qu'il y a déviation? Alors il y a plusieurs cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir des cas assez minimes. Par exemple, un patient qui refuse la première étape qui est de protéger, qui dit non, moi je veux sortir, moi je veux mon téléphone portable, je veux voilà. Donc là il va y avoir un problème. Il doit exister de la part des psychiatres un travail pour réaxer la trajectoire, pouvoir protéger le malade et le faire entrer ensuite dans la phase de stimulation. Autre cas de figure de déviation, c'est le patient qui veut trop rapidement sortir, prendre des permissions, auquel cas les psychiatres vont maintenir un peu plus longtemps le malade dans la phase de protection, et une fois qu'il est consentant à rester hospitalisé, on va lui proposer de sortir un peu plus. Voilà. Donc ça, ce sont des cas où finalement ça revient assez vite dans la normale. On va voir ensuite que finalement il y a un certain nombre de cas où c'est pas possible de réaxer la trajectoire, et pendant un certain temps la trajectoire reste déviée. Non, je dis pas déviée, déviée. Voilà. Pendant toute cette période, finalement, vous avez bien compris que l'idée c'était d'évaluer le patient en permanence. Dès le début, en fait, pendant la phase de protection, il va y avoir l'évaluation pour proposer le traitement, mais ensuite, dans la deuxième phase, lorsqu'il s'agit de faire sortir le patient, il y a toujours en fait une perpétuelle évaluation pour se rendre compte de systématiquement comment est le patient. Et l'idée, c'est de dire que chaque professionnel évalue individuellement l'état du patient, donc les infirmières, la psychologue, les médecins, et qu'il existe une convergence des évaluations qui est coordonnée en fait par le médecin responsable de l'unité, en particulier lors des visites de malades. Voilà. Donc, finalement, l'idée, c'est de dire que ce que font les psychiatres, j'ai essayé de résumer ça de cette façon-là, c'est de dire qu'ils font ce que j'ai appelé des propositions thérapeutiques, qui consistent à la fois en évaluant les patients et en proposant une intervention. L'idée, c'est de dire que déjà l'évaluation est une proposition thérapeutique dans la philosophie de ce service. Et en fait, il va exister des cycles, ce que j'appelle des cycles de propositions thérapeutiques, qui en fait, au fur et à mesure que les traitements sont jugés inefficaces, il va y avoir ce que j'ai appelé des accumulations des cycles de propositions, et donc conduire à proposer de plus en plus de traitements si le patient ne parvient pas à être soulagé par les traitements proposés. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est finalement pour comprendre en fait comment est-ce qu'on en arrive à justifier le CT. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire justifier. À mon sens, justifier, ça veut dire deux choses. La première, c'est justifier par un certain nombre d'éléments présents et passés. C'est mon premier point, c'est pourquoi le CT. Et la deuxième chose, c'est de justifier en termes d'objectifs, de ce qu'on attend dans le futur. Et c'est ce que j'ai appelé de façon un petit peu ludique, c'est pourquoi, en deux mots, pourquoi le CT. Donc la première chose, donc, c'est d'essayer de construire un état du patient avec deux catégories. La première, c'est la résistance. La résistance, donc, c'est finalement l'accumulation d'un grand nombre de cycles de propositions où la plupart des traitements ont été jugés inefficaces. Et la deuxième catégorie qui est utilisée pour justifier le CT, c'est la gravité.
Là, la gravité, donc c'est par exemple les états délirants, les états où la vie du patient est en danger, soit parce qu'il y a des idées de suicide, soit parce que il sort plus de son lit ou qu'il se laisse mourir. Et l'idée de la gravité, c'est que finalement, ça va accélérer le rythme des propositions et le fait que les psychiatres mobilisent la notion de gravité va accélérer le recours à l'ECT. Et donc finalement, en fait, la résistance à la gravité, ça conduit à la construction d'un état du patient inacceptable. Vous vous souvenez, je parlais de ça un petit peu au début en introduction. D'un état du patient inacceptable. Et finalement, on va placer le patient en dehors de la trajectoire standard. Et le patient se retrouve dans des trajectoires beaucoup plus longues que les 2 semaines de la trajectoire standard. Donc l'idée de proposer l'ECT, c'est de vouloir proposer une solution plus efficace, mais avec des inconvénients plus grands. La deuxième chose, c'est pourquoi l'ECT, quel objectif? Et l'idée, c'est de dire que finalement, la cure d'ECT va être dotée d'une certaine valeur, une valeur sociale, qui est anticipée par les psychiatres qui proposent la cure. Qu'est-ce que j'entends par valeur? C'est en fait la mise en balance de 2 choses, d'un bénéfice attendu, qui est caractérisé en termes d'objectifs. Je ne sais pas, moi par exemple, faire que cette dame, on puisse la faire rentrer chez elle, faire que cette dame puisse travailler. Il y avait un exemple d'une dame pour qui on voulait travailler, il voulait travailler un projet de maison de retraite, mais qui n'était pas possible du fait de la symptomatologie. Donc un bénéfice attendu, et au regard du coût de la cure. Alors le coût de la cure, je vous en parlais un petit peu après. Et voilà, c'est de mettre en balance ces 2 choses, et qui va donner finalement à la cure une valeur qui est anticipée. Voilà, donc ces 2 choses, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc pourquoi l'ECT et pourquoi l'ECT? C'est ces 2 façons qui permettent de justifier son recours. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps il me reste là. Un quart d'heure? Ouais. 10 minutes? Un quart d'heure. Voilà, donc là j'en viens à finalement comment est-ce qu'on mène une cure d'ECT et comment est-ce que la catégorie d'efficacité est produite. Et alors là, donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la technique. Ça arrive peut-être un petit peu tard dans la présentation, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, mon idée n'était pas du tout de faire une histoire de l'ECT, mais un petit peu de voir comment les choses se sont construites autour de la technique. Donc bon, c'est décrit en 1938. Ça s'ajoute aux nombreuses thérapies de choc de l'époque, les comas hypoglycémiques, la convulsivothérapie, mais induite par des médicaments, le choc thermique, voilà. Voilà, donc c'est un petit peu dans ce truc-là. L'idée, c'est que finalement, dans les 10 premières années, la technique se stabilise et rapidement, on comprend que c'est le choc électrique qui est thérapeutique en soi et pas l'état de choc du malade. Et finalement, dans les 10 premières années, la technique est stabilisée et fait peu l'objet de contestation. Finalement, la contestation, elle ne va pas venir de la profession psychiatrique en tant que telle, mais plutôt dans les années 60-70, un certain nombre de contestations liées à l'antipsychiatrie. Bon, la survenue également des neuroleptiques, tout un contexte qui conduit à un déclin de l'usage de la technique, ou du moins à une invisibilisation de son utilisation. Finalement, la technique est réhabilitée dans les années, on va dire, 90, par principalement 2 biais. Des essais cliniques qui ont prouvé l'efficacité de l'ECT versus placebo et versus antidépresseurs. Ce qui est très intéressant, c'est que ces essais cliniques qui ont prouvé l'efficacité ont fait très peu l'objet de controverses. Il y a quelques articles qui critiquent la méthodologie de ces essais cliniques, mais finalement, ces essais cliniques ont fait l'objet d'un consensus assez unique quand même dans l'histoire de la médecine. Et par ce que j'ai appelé des innovations techniques et institutionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'anesthésie générale qui est devenue obligatoire, des modifications sur le courant de stimulation pour diminuer les effets cognitifs. Voilà. Et enfin, en fait, ce qui persiste autour de l'ECT, notamment dans la communauté psychiatrique, c'est des controverses sur les effets cognitifs. Il existe toujours des articles qui vont dire qu'il n'y a aucun effet cognitif.
et d'autres articles qui vont dire finalement ça touche quasiment 100% des patients à long terme après le CT. Donc absolument aucun consensus autour des effets cognitifs. Donc souvenez-vous, quand je vous parlais de l'éthos de l'efficacité, il y avait promotion d'une efficacité très importante et minimisation des effets négatifs. Alors, en fait, on voit que historiquement, c'est appuyé par cette littérature qui met en évidence de manière assez massive une efficacité et avec persistance quand même de controverses autour des effets négatifs. Voilà pourquoi je vous parlais de ça. La séance de CT, donc juste, il s'agit donc de stimuler le cerveau, merci, de stimuler de manière transcrânienne le cerveau des patients. Ça se passe au bloc. L'idée c'est d'induire une crise convulsive, et donc pour soigner des maladies psychiatriques chroniques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il va y avoir au moment de la séance de CT, donc qui est dans un lieu complètement séparé du service, il va y avoir ce que j'appelle moi une double réduction de la crise. Tout d'abord par les psychiatres, puisque les psychiatres vont réduire l'ensemble de la séance à un paramètre qui est la durée de crise, et qui fait donc l'objet de l'interprétation du tracé EEG. Et qui en fait sera le seul élément qui est tiré de la séance et qui est noté sur les dossiers qui permettent le lien entre les deux services. La deuxième réduction finalement c'est par l'anesthésie qui, j'ai appelé ça efface le corps, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais vraiment en fait l'idée c'est de maîtriser le corps du patient et de ne garder comme seule trace dans le dossier, mais aussi dans la conception qu'on se fait du patient, les seuls événements graves qui doivent faire l'objet d'une intervention. Donc en fait, cette double simplification, elle a deux intérêts. C'est de favoriser la circulation des informations sur le patient. Et en fait, deuxième chose très importante, de rendre en fait la séance acceptable, puisque on essaie de mettre à distance le corps potentiellement dangereux. Ah oui, merci. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure du coût de la cure, donc je suis navré, en fait là ça vient s'intercaler un petit peu. Je reparlerai de ce qu'on fait finalement de cette séance de CT dans la diapositive d'après. Le coût de la cure, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure qui était mis en balance dans la notion de valeur qui est donnée à la cure. L'idée du coût de la cure, c'est de dire que c'est ce à quoi les acteurs doivent se résigner et accepter en fait pour pouvoir réaliser la cure. Donc bon, là je vais passer assez vite. Ça a un certain nombre d'inconvénients en fait. Le CT, c'est ça que ça veut dire. Ça allonge les trajectoires de patients qui déjà ont des trajectoires psychiatriques très longues. Ça va recentrer le suivi à l'hôpital et interrompre des suivis dans les CMP. Ça nécessite parfois 3 anesthésies générales par semaine, avec chez les patients une peur quand même assez intense des séances. Donc de la part des professionnels, beaucoup de réassurance, parfois même nécessité de l'obliger à aller à ces séances. Il y a un nombre de places qui est restreint. En fait, il y a très peu de places de CT dans chaque bassin de population. Des effets cognitifs assez importants. Et le risque que le patient finalement reste à l'hôpital pendant 3 mois et reste dans son lit et finalement qu'on ne puisse pas activer la dynamique de l'hospitalisation. Voilà, c'est un petit peu tous ces éléments que les professionnels doivent anticiper, avec lesquels ils doivent composer et qui doivent avoir quand même en tête quand ils mesurent la valeur qu'ils veulent attribuer à la cure. Voilà. Donc une cure, ça dure en général 3 mois à peu près. Pour, je vous rappelle, 2 semaines d'hospitalisation dans le service, donc c'est vraiment très différent. Ces 2 phases, c'est tout d'abord d'importants effets négatifs en début de cure, donc principalement les effets cognitifs, avec aucun effet positif. À ce moment-là, les effets en fait, sont attribués principalement à la séance de CT. On utilise la durée de crise, donc je vous le rappelle, qui était l'objet de la simplification de la séance de CT, pour s'assurer
que la cure suit bien son cours, mais finalement on n'a aucun autre argument pour dire que le traitement va marcher. Donc c'est là en fait où l'éthos de l'efficacité rentre en jeu et va permettre au psychiatre de dire bon, on tient, on continue la cure, même s'il faut faire une vingtaine de séances, 20 séances à raison de 3 séances par semaine, ça fait long, hein, avec des patients qui ont des troubles cognitifs très importants. Donc vraiment l'éthos de l'efficacité arrive à ce moment-là pour faire vraiment tenir le truc, pour que ça arrive à terme. Et dans une deuxième phase, il y a l'apparition des effets positifs. Donc là, les effets sont attribués à la cure. Et en fait, il va y avoir un recueil de l'efficacité avec donc une évaluation, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, de mise bout à bout les effets positifs. Donc, je sais pas, il est moins anédonique, moins triste, moins suicidaire, moins ceci, moins cela. Et minimisation quand même des effets négatifs. De dire aux patients, bon, ça va aller, vous en faites pas, les troubles cognitifs que vous présentez, ça va s'estomper. Donc voilà un petit peu comment se constitue l'efficacité. Mais moi, cette conception de l'efficacité me semblait pas opérante pour répondre un petit peu à la problématique du début sur mais comment est-ce que les psychiatres conçoivent spécifiquement cette efficacité pour rendre la cure acceptable. Donc ça, c'est l'objet de ma dernière diapo. Et pour ceci, en fait, j'ai forgé deux concepts. C'est de dire qu'en fait, il y a deux types d'efficacité qu'on pourrait mentionner. Il y a ce que j'ai appelé l'efficacité état, je vais expliquer ça tout à l'heure, et l'efficacité valeur. L'efficacité état, ça répond au pourquoi, à pourquoi non. Donc, il est moins grave, on a vaincu la résistance, on a réussi à l'inscrire dans la dynamique de l'hôpital. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça, c'est tout ce qui constitue l'état du malade qui s'est amélioré. Donc ça, c'est des choses que les infirmières, les médecins, un peu qui se construit collectivement. En revanche, l'efficacité valeur, ça répond à ce pourquoi on l'a fait, quel était l'objectif en fait. Et en fait, c'est là où c'est assez intéressant, c'est que l'objectif de départ est souvent pas le même que l'objectif à la fin. Et il y a en fait une renégociation de ce qu'était l'objectif de la cure. Donc par exemple pour un patient pour qui on voulait guérir complètement d'une dépression, finalement le fait qu'il ait pu revenir chez lui sans avoir des idées suicidaires trop importantes peuvent en fait devenir l'objectif. Et finalement la cure peut être dotée d'une efficacité valeur malgré tout. Même si en termes d'efficacité état, il reste un certain nombre de symptômes. Et finalement, en fait, de parler de cure de CT efficace en termes d'efficacité-valeur, c'est ça en fait qui détermine l'acceptabilité. Parce que vous comprenez bien que du coup, ça laisse une marge d'interprétation au psychiatre qui est quand même beaucoup plus large, et de permettre de valoriser la technique de manière plus fluide. Et ce qui fait que, donc là c'est le dernier point, c'est ce qui explique un petit peu les divergences entre les professionnels sur un certain nombre de patients, où l'équipe va dire mais non, mais pour moi ce malade est encore très déprimé, et les psychiatres vont dire mais non, mais là on l'a rendu moins suicidaire. Voilà. C'est un petit peu ces deux conceptions de l'efficacité qui m'a semblé intéressant de souligner. Et à mon sens, c'est dans cette conception d'efficacité-valeur que se reproduit l'éthos de l'efficacité en fait, puisque les psychiatres vont continuer à garder cette posture morale très importante par cette détermination de cette efficacité-valeur au quotidien. Voilà, donc en termes de conclusion, bon, ça c'était une diapo que j'avais écrite plutôt pour la restitution dans le service dans lequel j'avais fait l'enquête. Donc peut-être que c'est moins pertinent, mais je peux en dire quelques mots. J'ai mis à quoi servent, entre guillemets, les sciences sociales. Voilà, c'est de rendre explicite l'implicite et visible l'invisible des pratiques. Pourquoi pas. Mais surtout augmenter la réflexivité des acteurs. Ça me semble important parce que finalement,
ça peut vraiment avoir un impact sur le quotidien du service, c'est-à-dire que voilà, je vous parlais des divergences de points de vue sur l'efficacité entre soignants et psychiatres. Et ben finalement, de se dire qu'on ne parle pas de la même chose, ça peut apaiser un certain nombre de choses, en fait, à mon sens. Bon, par ailleurs, vous avez vu, je vous ai dit que persistait un certain nombre de controverses autour de la question des effets indésirables. Ben finalement, en fait, de pointer ça sur le plan qualitatif, ça peut donner des pistes pour investiguer les choses dans le quantitatif. En fait, il peut y avoir du dialogue, voilà. Et vous avez vu, en fait, il y a un travail assez important dans mon travail qui est autour des définitions, évidemment, de redéfinir les choses en les questionnant. Bah, finalement, après, on peut les réinjecter dans d'autres recherches. Et je pense encore une fois, finalement, au quantitatif, où parfois les choses sont prises un petit peu telles qu'elles sont et mériteraient parfois d'être questionnées. Donc, j'ai mis l'exemple de l'efficacité, de l'acceptabilité, et même la résistance et la gravité, en fait, qui sont souvent pris telles quelles, et en fait, qui sont des constructions qui émergent du travail clinique. Voilà. Merci. Tu veux commencer ? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si mes questions seraient les plus pertinentes parce que je baigne un petit peu dans le milieu, donc j'ai plus la fraîcheur du contact avec la sociologie pour la première fois. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont tu as pu donc, rentrer sur ce terrain, donc aller faire cette enquête dans cet hôpital, la manière dont tu as été reçu, ce dont tu parlais un petit peu au début. Et puis, tu m'en as parlé à l'extérieur, mais du coup, je ramène la question ici. Le travail de restitution que tu as pu faire, Ouais. tu as fait un exposé un peu semblable à l'équipe, et tu me disais que les réactions avaient pu être assez vives. Oui. Et voilà, c'est vrai que quand on lit les diapos et qu'on est un petit peu dans le milieu du soin, on peut avoir une lecture assez violente, en fait, tout simplement de voir des mots qui sont des pratiques quotidiennes, écrits, objectivés quelque part, inscrits. Finalement, ça rend un discours un peu froid, en tout cas qui peut être perçu comme tel par les acteurs. Et donc je voulais avoir ton témoignage là-dessus. Ouais, alors donc du coup j'avais fait une restitution, c'était pas exactement la même présentation, j'avais beaucoup axé sur les aspects méthodologiques de ce qu'est exactement une recherche qualitative, et j'avais ensuite un petit peu expliqué cette dernière partie plutôt, et aussi cette question d'éthos de l'efficacité, et les réactions, bon, n'ont pas été... Bon, l'accueil a été assez froid, dans un truc où j'imagine assez bien qu'ils ont dû se sentir attaqués par un certain nombre de remises en cause, alors que bon, finalement, j'essaie simplement de déconstruire des évidences pour essayer de les rendre un peu plus explicites. Et ce qui a posé problème, c'était la question d'éthos de l'efficacité. Et ce que m'ont rétorqué mes enquêtés, notamment médecins, c'est de dire en fait, cet éthos, c'est pas du tout spécifique à l'ECT. On a la même chose avec nos médicaments, et puis il va voir dans un service de dialyse, tu verras, il propose la dialyse avec autant de véhémence. Bon. Moi, j'ai tendance à penser que c'était une réaction à chaud, pardon, sur quelque part quelque chose qui venait attaquer un petit peu leur pratique. Et donc j'ai quand même bien réfléchi, et il me semble quand même qu'il y a quelque chose d'assez différent avec le CT, qui n'est pas exactement la même chose avec les médicaments, et encore moins avec la dialyse. Je veux dire, un patient qui refuse la dialyse, on va pas lui mettre les cathéters de force, il n'y a pas... J'allais te dire quand même que la dialyse était bien trouvée, parce que je trouvais que c'était une technique au moins aussi agressive que les ECT. Ouais, mais qui ne soulève pas les mêmes enjeux. Après, bon, il y a la spécificité de la maladie mentale, mais alors ce qu'il y avait aussi derrière cette critique qu'il me faisait, c'était un truc qui leur tient beaucoup à cœur, c'est de dire que la psychiatrie est une médecine comme les autres, en fait. Je pense que c'était un petit peu ça que je venais attaquer. Moi, c'est pas du tout ma position, hein, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'ils se sont sentis attaqués
à ce moment-là. Voilà, après... Alors, on est un tout petit peu frustré. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment tu as procédé? Parce que bon, tu nous as dit que tu étais du coup en tant que étudiant en sociologie, ouais. Avec ton background de médecin, mais ouais, voilà, ouais. tu étais dans cette position-là. Mais au final, tu as fait de l'observation, tu as fait des entretiens, tu as fait quel type de démarche, juste pour qu'on... Donc, ouais, alors donc moi je n'avais jamais été interne là-bas, ils ne me connaissaient pas. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc j'ai fait 3 mois d'observation, absolument non participante, et pourtant parfois j'étais sollicité pour brancarder, pour interpréter un tracé EEG pendant une séance par des internes désespérés devant ce truc incompréhensible. Et donc moi systématiquement je me rejustifiais sur mes positions, je voulais vraiment que ce soit une observation non participante. Mais par ailleurs, donc j'aurai l'occasion de revenir en parler, mais l'idée c'était d'échanger un petit peu avec les professionnels, de leur demander en permanence d'expliciter ce qu'ils faisaient, et finalement de demander à l'issue un entretien. Donc on se retrouvait à l'extérieur ensuite pour faire un entretien, alors dans un bar ou dans la salle de repos quand c'était pas possible. D'accord. Donc tu faisais de l'observation non participante et Mm. des entretiens en dehors, c'est ça, hein? Ouais, plutôt en D'accord. dehors. Ouais. Et les entretiens, ils étaient enregistrés? Est-ce que Ouais. tu avais un petit cahier pour tes observations? Enfin, Alors, ouais, donc du coup, les observations, c'était. Donc j'avais mon carnet, donc ça donnait ça. Le carnet de bord. dont on Donc parle. j'étais debout en visite pendant 3-4 heures, à noter absolument tout ce qu'ils disaient. Et le soir, je retapais tout au propre en essayant de me souvenir de choses supplémentaires, de choses que j'aurais pu oublier de noter, sur les attitudes de chacun, de comment les choses étaient dissimulées, mises en valeur, des choses comme ça. Voilà. Donc j'ai 200 pages d'observation et 10 entretiens retranscrits. Ça faisait une masse assez importante de données. Que tu as analysé par la suite. Alors. Que j'ai bien sûr. Ok. En tout cas, c'est très Alors moi j'ai une intéressant. petite question, Vas-y, une Michel. petite remarque. Oui, puisque du coup, Elia, tu disais que finalement c'était une forme d'objectivation. Moi je trouvais au contraire, justement, je trouve que dans les démarches qualitatives, on est dans la subjectivation. Oui, C'est-à-dire que finalement ce que tu proposes, c'est une lecture qui t'est propre et finalement une retranscription de effectivement ce que tu as pu percevoir, avec quand même une chose qui m'a un tout petit peu interrogé, c'est la question de ta propre subjectivité, parce qu'il y a un des critères de qualité des recherches qualitatives qui est la capacité à restituer les modifications de ses propres représentations au décours de la recherche. Et je ne sais pas si c'est un travail que toi tu as mené, ou donc, en tout cas dans la méthodologie que tu nous proposes, est quelque chose qui est inhérent, comme ça l'est dans d'autres travaux qualitatifs qu'on a plus l'habitude de présenter là, au décours de ce séminaire, à savoir toi-même, quelles étaient tes représentations, tes idées des ECT avant d'avoir débuté ce travail, et même dans ce qui en est du choix de s'intéresser à ce sujet-là, est-ce qu'il était effectivement motivé par une expérience clinique, et au final, à la fin de ce travail, est-ce que tu dirais que toi, ta vision des ECT a changé, elle restait la même? Enfin, Oui, donc oui, c'était effectivement cette question de finalement, qu'est-ce que je pense des ECT? Ça a été ça a été présent pendant tout le travail, mais notamment donc je l'exposais pendant la problématisation, c'est-à-dire finalement on me demandait sans cesse mais est-ce que tu penses que ça marche? Effectivement, moi j'ai commencé le terrain avec la ferme conviction que c'était un traitement qui était efficace. Et finalement, j'en suis venu à travailler là-dessus, plus en regardant comment les autres réagissaient, c'est-à-dire de voir à quel point des non-professionnels pouvaient bondir sur leur chaise en trouvant ça horrible, et comment les psychiatres défendaient ça avec conviction. Tout en sachant que moi j'avais été dans ce processus de socialisation de l'interne en psychiatrie. J'avais acquis cette conviction que c'était un traitement efficace pour un certain nombre de patients.
peut-être pas tous, voilà. Donc c'est un peu ça que j'avais comme représentation. Mais c'est marrant parce que dans ta manière de restituer, mais peut-être, je sais pas, tu as pu le formaliser, vraiment l'écrire, cette partie-là. Enfin, je sais pas si dans ton travail de thèse, il y a une partie un peu subjectivité, moi avant le travail et moi après sur cette question-là. Parce que je vois déjà dans ta réponse, elle induit tout de suite, mais peut-être c'est aussi du fait des questions qui t'ont été posées, Ouais. la question de l'efficacité. Oui. Et donc finalement, comme si les représentations de l'ECT étaient lues sous le regard c'est comme tu disais, ça marche pas, l'efficacité. Je pensais que ça marchait, puis finalement, j'en reviens, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que tu nous dis, c'est que tu as cheminé, puis tu dis finalement, peut-être que ça ne marche pas, ou pas aussi bien, ou en tout cas les processus qui sont à l'œuvre ne sont pas ceux qu'on croit. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres aspects que ceux de l'efficacité que tu as pu décrire, ou sur lesquels tu as pu t'interroger? Alors, je voulais quand même revenir sur l'efficacité. Oui, en fait, ce qui m'a aidé à problématiser, c'était de dire justement qu'on m'obligeait à prendre position sur cette question-là. Effectivement, il y a plein d'autres choses sur... Mais après, non, les choses... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir tellement changé mes représentations sur la technique au cours de ce travail. Disons que oui, non, cette question de la réflexivité est centrale. Peut-être plus pour compléter, ouais, c'est ça, c'est la question de la réflexivité, et même dans la présentation, c'est que je trouve que c'est toujours intéressant, et là je le dis pour toi, mais aussi un tout petit peu pour les autres qui participent à ce travail, de pouvoir, de la mesure du possible, faire ne serait-ce qu'une brève partie qui permet d'aborder ces choses-là. À la fois parce que je trouve que c'est intéressant par rapport à la manière dont se situe par rapport à son propre objet d'étude, et deuxièmement, j'y reviens un tout petit peu, c'est la question des critères de qualité des recherches qualitatives. Et c'est une des choses qui ont fait un peu partie. Comme ce que tu proposais, par exemple, de la validation. Alors, ce qu'on fait d'ailleurs rarement, c'est la validation de propres observations et constatations, voire interprétations, par les personnes qui ont été concernées, notamment dans les entretiens. Je travaille sur le vécu, je ne sais pas, de tel psychotrope, telle technique. Eh bien, je vais essayer au regard, après avoir fait mon analyse, idéalement triangulée, de regarder est-ce que les autres personnes ou les personnes qui ont été interrogées se reconnaissent dans la description que j'en fais. Et le fait qu'elles se reconnaissent ou non, c'est pas tant « ah oui, elles se reconnaissent, c'est très bien, il peut y avoir un delta », mais c'est important d'avoir aussi une certaine forme de transparence par rapport à ce delta, quitte à s'interroger sur le pourquoi est-ce que mon interprétation ne correspond peut-être pas à la manière dont les personnes le perçoivent, pas qu'il y ait une vérité quelque part, mais qu'il puisse y avoir une sorte de nuance entre les différents points de vue. Alors, je vais peut-être répondre un peu à ça. On avait fait la même formation avec donc Alexandre quand j'ai fait mon Master 2 à l'EHESS, qui est devenu ma thèse de médecine aussi. Et effectivement, les encadrants de sociologie ne demandent pas spécifiquement à ce qu'il y ait une partie dans le mémoire qui soit un contre-transfert du chercheur, ou en tout cas une démarche un peu plus subjective. Et donc moi, c'est quelque chose que j'ai été amenée à rajouter quand je l'ai transformé en thèse de médecine. En passant dans le service, en rediscutant, en le faisant relire. Finalement, à la fin de ce travail, j'ai mis en préface, j'ai construit la préface qui revenait sur toute la démarche des 4 années précédentes, finalement, qui m'avaient amenée à m'intéresser à la sociologie, à trouver ce sujet, jusqu'à la restitution aux personnes. Donc je pense qu'il y a à la fois effectivement un exercice qui sera peut-être demandé ensuite en psychiatrie, en psycho, et qui est effectivement un critère de qualité. Alors je ne vais pas faire de la sociologie rapidement, mais il y a quand même en tout cas de la part des sociologues une volonté de distinction et de légitimation, notamment de distinction de l'anthropologie, où ils considèrent que les anthropologues passent beaucoup de temps à raconter des récits à la première personne, qui parfois ont du mal du coup à se détacher un petit peu, à systématiser
les interactions au sein d'une société, au sein d'un groupe. Donc après, c'est leur propre question de légitimation aux sociologues, de légitimité, et du coup, ils peuvent comme ça encourager un petit peu moins les démarches subjectives et autobiographiques. Le deuxième point sur la restitution, c'est quand même que c'est des travaux qui s'intéressent à des analyses de pratique et que c'est pas si loin parfois dans ce qu'on peut entendre comme retour des enquêtés. Alors pas forcément sur qu'est-ce qui a été retenu de leurs propos, mais parce que ça souvent ils se reconnaissent, mais c'est plutôt sur la justification de leur pratique. C'est là les critiques que reçoit Alexandre, c'est plutôt sur ok, c'est vrai, c'est comme ça, mais on n'est pas les seuls, etc., etc. Donc c'est pas tellement un refus de l'interprétation qui en est faite, mais c'est un refus de ses conséquences critiques, de dire bah, ok c'est comme ça, mais on a de bonnes raisons d'agir ainsi. Donc je pense que c'est important de le distinguer aussi, nous, dans notre méthode, de savoir, voilà, il y a une chose qui valide notre méthode qualitative si les enquêtés se reconnaissent, et il y a autre chose qui est peut-être cette réticence quand même à être un peu mise à nu dans ces pratiques, et qui là, je trouve, finalement, peut se retrouver parfois dans les supervisions psychanalytiques aussi, dans un tout autre domaine, où on peut avoir parfois des réticences des équipes, etc. Parce que finalement, le tiers extérieur qui vient poser un regard critique, combien même son interprétation soit assez fine, c'est toujours quelque chose d'assez exposant et qui peut être difficile à vivre. Voilà. Moi, je ne vais pas revenir sur la méthode. Effectivement, Michel a soulevé un point intéressant, et c'est peut-être effectivement la perspective un peu différente du travail entre la sociologie et la psychologie, la psychiatrie au sens large, la médecine au sens large, on va dire. J'ai plus envie de... Moi, il y a un truc que je n'ai pas retrouvé dans ton travail, que je pense, mais c'est intéressant d'en discuter. Je me dis que il y a un truc qui, à mon sens, explique pourquoi ceux qui proposent les ECT sont si... je sais plus quel terme tu utilises, mais enfin ainsi, la promotion, voilà. En font une promotion. C'est que je pense qu'ils sont en permanence en train de se convaincre eux-mêmes que ça marche. Et pour une raison qui est, entre autres, qui à mon avis est assez importante, c'est que on ne sait pas comment ça marche, les ECT. C'est-à-dire qu'on sait que ça marche, mais personne ne sait exactement pourquoi ça marche. Et ça, il n'y a aucune étude qui le prouve. Et moi, tu vois, j'en reviens. C'est pour ça que l'exemple de la dialyse, il y a sûrement des trucs beaucoup plus effractants que la dialyse, mais c'est un truc qui est quand même effractant d'extraire le sang pour le... Bon, c'est quand même extrêmement effractant. Mais tout ce qui est chirurgical, c'est absolument traumatisant quand on fait de la chirurgie. Et quand on subit de la chirurgie, bien évidemment, mais c'est une vraie boucherie quand même, la chirurgie. Qu'est-ce qui la rend non traumatique pour les chirurgiens qui la pratiquent? C'est parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils expliquent chaque étape et qu'ils savent à quel objectif ils vont arriver. Mais tu vois, il y a une explication de tout ce qu'ils font, un rationnel, une logique à tout ce qu'ils font. Et les ECT, on sait que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche. Tu vois, il y a un espèce de truc un peu magique comme ça, qui fait qu'il faut vraiment en permanence s'en convaincre. Moi, j'avais cette idée-là, quoi. Est-ce que tu as vu ça dans tes entretiens, là ? Alors oui. Alors j'en ai beaucoup parlé dans mon mémoire, effectivement. Là, j'en ai pas, je pouvais pas parler de tout. Alors l'idée, c'est que le CT, ça apparaît donc en 38. À l'époque, le modèle explicatif de l'efficacité, donc c'est le choc. Et finalement, tout ce qui est étude en termes de récepteurs à partir des années 60, vraiment plus 70, et après une explosion dans les années 80, ça survient avec la psychopharmacologie et l'étude de l'efficacité des antidépresseurs. Et c'est grâce au constat de l'efficacité des antidépresseurs qu'on a développé des mécanismes d'action en termes de récepteurs. Or, pour le CT, alors moi ce que j'ai vu souvent, c'est qu'en fait, il y a énormément d'études sur le CT. Il y a des choses assez claires sur qu'est-ce que ça fait sur les récepteurs. C'est un truc qui est assez consensuel. C'est assez clair en fait. En vrai, j'ai du mal à comprendre
pourquoi tout le monde dit qu'on ne sait pas comment ça marche. En vrai, on n'arrive pas à... mais c'est là où c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que l'ECT, là je reprends une vieille formulation que j'avais lue dans un livre, ils appelaient ça cette vieille thérapie du futur. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que c'est une vieille thérapie et qui se transpose assez mal en fait dans la psychiatrie d'aujourd'hui. Je veux dire, ça désinsère les gens de leur secteur. On n'arrive pas à l'expliquer dans les termes de la psychopharmacologie. On n'arrive pas... voilà, il y a plein de choses qui font que ça matche pas, mais c'est un outil qui est tellement utile finalement que ça se maintient, et c'est en ça il doit y avoir un surplus de travail, et c'est ce que j'ai appelé le coût de l'ECT. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne comprend pas. En fait, c'est pas tellement qu'on les comprend pas, c'est que ça ne matche pas avec la vision qu'on a actuellement de la psychiatrie. Et c'est en ça, effectivement, mais là, du coup, je te rejoins complètement. Et en fait, c'est en cela que l'éthos de l'efficacité est si important, c'est que ça ne matche tellement pas avec la conception qu'on se fait de la psychiatrie qu'il faut le promouvoir absolument. Et en fait, voilà, donc, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. J'ai une question, j'ai peut-être pas tout compris. Donc tu as réalisé 10 entretiens auprès de professionnels du service. 12, des médecins, Alors, tout ça que j'aurais aimé qu'on précise un peu. Ça marche. La technique utilisée pour l'exploitation des données, s'il y avait un entretien semi-structuré, enfin voilà, c'est une partie méthodo. Ok, donc sur les entretiens, sur les observations, surtout sur les entretiens. Ouais. Alors pour les entretiens, donc pour le mode d'échantillonnage, j'aime pas trop ce terme-là, mais parfois c'est utilisé. En fait, ça a été très simple, hein, c'était tous les gens du service. Donc il y avait le chef de service, le PH, le CCA, les 2 internes, un anesthésiste, 4 infirmières, la psychologue, et la 12e personne, c'était un psychiatre extérieur, c'était un psychiatre extérieur au service. J'avais fait cet entretien, c'était un entretien préparatoire. Donc voilà. Donc je l'ai mobilisé sur le terrain en demandant est-ce que tu acceptes qu'on en parle en dehors du service. Et donc j'ai forgé une grille de lecture avec il y avait 5 grands cadres de questions, et l'idée c'était donc j'avais mis dans ces 5 grands cadres l'ensemble des thèmes qui m'intéressaient, mais il n'y avait pas de questionnaire et c'était absolument pas semi-directif, c'était non directif. C'est-à-dire que je commençais avec toujours la même question, alors je sais plus, c'est quand est-ce que tu as fait pour la première fois des ECT, ou petite variante, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as vu une séance de CT? Voilà, une petite question comme ça qui commençait par lancer le truc. Et après, des petites relances. En fait, l'idée, c'est de poser le moins de questions possible, d'intervenir le moins possible, mais néanmoins de veiller à ce que tous les thèmes de mon guide d'entretien soient abordés. Et en fait, le plus souvent, au bout d'1 heure, c'était le cas. Après, on pouvait parler, il y a un entretien qui a duré 3 heures, hein, par exemple, mais au bout d'1 heure et demie, en fait, on avait déjà abordé tous mes thèmes, et c'est juste qu'on était partis, et bon, je l'ai pas coupé. Mais finalement, en fait, les choses se font assez bien. Il faut juste veiller à ce que tous les thèmes étaient abordés. Et moi, vraiment, ça me tenait à cœur d'intervenir le moins possible pour induire le moins de réponses possible. Voilà. Donc je les ai tous enregistrés, tous retranscrits. Et ensuite, ce que j'ai fait pour les entretiens, j'ai pas fait exactement la même chose pour les observations, mais donc j'ai codé avec la théorie ancrée. Je prenais des extraits des entretiens que je copiais dans un autre fichier Word, que je peux vous montrer si vous le souhaitez, que j'ai appelé codage. En fait, j'ai développé un ensemble de catégories. J'avais, je sais pas moi, 70 catégories, donc ensuite j'ai fusionné. Et donc à chaque fois que je voyais une occurrence qui revenait, donc j'agrégeais ça dans la catégorie, et à la fin donc je me retrouvais avec une catégorie avec des grosses citations d'entretien, et finalement dans cette catégorie il y avait les différentes propriétés de la catégorie, comment est-ce qu'elle est abordée par tel professionnel dans telle situation, quel positionnement par rapport à ça. Voilà.
Et ensuite, donc, j'ai regroupé toutes ces catégories pour en faire le mémoire. Voilà. Mais il y avait aussi une grosse partie d'observation qui a occupé une énorme place dans le mémoire. Et comment tu présentes un mémoire en théorie ancrée? Est-ce que tu mets des verbatims, des éléments d'observation? Parce que tu les as pas mis dans la présentation, mais ouais. On sent bien qu'en sous-jacent, il y a quand même un certain nombre d'éléments de codage. Oui, bien sûr. Donc, des extraits d'entretien. Le problème, c'est que ça prend rapidement énormément de place. Donc, le plus souvent, en fait, je faisais de la paraphrase. Donc, selon tel enquêté, tac, 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 tac. Donc, je résume un petit peu son propos, toujours en veillant à ne pas trahir ses propos. Les extraits d'entretien les plus parlants, je les mettais vraiment tels quels. Mais ce qui a occupé beaucoup de place dans le mémoire, c'était des extraits du journal de terrain, où je compilais toute la trajectoire d'un patient. Et j'exprimais en quoi, par exemple, dans toute la partie sur résistance et gravité, en fait, comment est-ce que la trajectoire telle qu'elle était modelée par les professionnels illustrait la façon dont la catégorie résistance était utilisée. Voilà, donc vraiment en matériaux bruts, il y avait beaucoup plus d'extraits du journal de terrain que d'entretien. Les entretiens, ouais, c'était plutôt de la paraphrase par souci d'économie, parce qu'en fait, au début, j'avais commencé à le faire et c'était beaucoup trop long. Ok. On s'arrête là peut-être pour substituer. J'ai juste une... Non, mais vraiment, bravo pour ce travail, je le trouve super intéressant. Alors, je ne suis pas obsédé par cette question, mais qui me revient, parce que sur la question de la qualité des recherches qualitatives, est-ce que tu as utilisé, toi, une sorte de questionnaire qui pas à pas, te permet de valider la qualité de ta démarche ou non? Enfin, je ne sais pas si c'était quelque chose que tu avais aussi proposé dans ta direction, non. Pas spécialement. Non, ça, j'ai pas utilisé. De questionnaire, c'est-à-dire? C'est les articles publiés, enfin les grilles de protocole de validité, tu sais. Ah d'accord, non, ça j'ai pas utilisé. Il faut que tu aies fait un échantillonnage comme ci, comme ça, que tu aies fait des codages croisés, la triangulation. Il y en a... oui, il y a cela, mais du coup, alors c'est vrai que moi je me suis intéressé dans un topo que j'avais eu à faire justement, c'est pour ça que je l'ai un tout petit peu en tête aussi, les questions de la qualité de la recherche qualitative. Les sociologues d'ailleurs se sont aussi intéressés à cette question, et j'ai entendu ta réponse, Lilian, mais même la question de la neutralité, elle apparaît. Alors il y a un article notamment d'une auteure qui s'appelle Spencer, qui a écrit dans Social Research, une revue de recherche en sociologie, qui a publié une proposition aussi de petite grille qui va demander au chercheur qui fait une recherche qualitative en sociologie, mais il y a des équivalents aussi dans le BMJ pour les disciplines médicales, et de regarder pas à pas finalement quels sont les différents écueils et quelles sont finalement les différentes questions qui méritent d'être peut-être soulevées, questionnées de manière systématique, comme par exemple les écueils dans le recueil de données, comme par exemple, et c'est là où ça revient la question de la neutralité et du positionnement du chercheur, de la capacité à le restituer. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est je trouve assez utile aussi dans une perspective de légitimation de la démarche qualitative, quel que soit l'abord plutôt phénoménologique, plutôt grounded, plutôt je sais pas quoi. Je suis d'accord. Effectivement, je pense que c'est pas du tout des critères qui sont... tu vois, c'est intéressant qu'on en parle, Michel, parce que je pense qu'en médecine, on a beaucoup ces besoins de publication avec des reviewers qui attendent des critères en qualitatif qui soient aussi bien légitimés que les critères quantitatifs, ce qui est très juste. Et c'est vrai qu'en sociologie, à l'heure actuelle, alors il y a beaucoup... je pense qu'il y a un travail de triangulation qui est vraiment bien fait. Pour le coup, moi, j'ai jamais autant triangulé mes codages que quand j'étais en socio, parce que j'avais vraiment un encadrant qui relisait tout, qui recodait, qui me contredisait, etc. Donc ça, je pense que des fois, c'est mieux fait sur le terrain.
Mais néanmoins, il n'y a aucune exigence de la part des revues, notamment des publications, par rapport à un certain nombre de mots-clés à mettre, d'étapes à avoir respectées. Ils sont beaucoup moins exigeants par rapport à ça. C'est pas dans une perspective. Ouais, mais c'est pas même dans une perspective de publication, et je pense que c'est probablement aussi des perspectives au sein même de la discipline, comme au sein même de la sociologie, qu'il doit y avoir des courants qui sont plutôt dans le sens d'avoir recours à ce outil ou non. Mais moi, je les trouve assez intéressants dans le sens où, dans une perspective vraiment pédagogique, ils permettent d'avoir, alors je sais que ça fait un tout petit peu recette de cuisine, mais de regarder un tout petit peu étape par étape, et pour quelqu'un qui se lance dans une aventure, que ce soit dans un cadre d'un Master 2 ou d'une thèse, finalement d'avoir une sorte de référentiel qui peut être aussi utilisé comme pas à pas, le fait de ne pas tomber dans des biais très importants qui apparaîtraient à la fin de ce travail, et te dire mais en fait, je sais pas, il y a toute une partie à laquelle je ne me suis pas intéressé, mais pas par mauvaise volonté, ou c'est juste que j'y ai pas pensé, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Le fait d'avoir ces petites recommandations, guidelines, c'est, je trouve, quelque chose qui peut être utile, quelle que soit la perspective, tu vois, anthropo, sociaux, enfin, que c'est dans une vision un tout petit peu plus large. Tu nous les feras passer, Michel, tu ne manqueras pas de nous les faire passer. J'aime bien. Tu ne manqueras pas de nous les faire passer via le mail. Hein. Ouais, ça marche. En tout cas, les principaux, Spencer, et puis après, tu les connais, c'est Pope et Mays, qui sont Quality of Qualitative Research, qui est un peu le grand papier sur la technologie. Mais cela dit, même y compris les protocoles qui permettent d'évaluer la qualité d'une publication sont aussi, peuvent aussi servir de guidelines quand même. Ils sont assez pertinents. Ils essayent d'être généralistes, alors c'est pas toujours simple. Il y a vraiment certains critères qui ne sont pas du tout adaptés à certains types de recherche, mais bon, de manière générale, ça peut aussi, je pense au... c'est quoi? C'est le correct, je crois. Le correct, et il y en a un autre. Il y en a deux principaux qu'on peut retrouver sur le site Equator Network. Je vous referai passer aussi. Bon, on s'arrête là-dessus sur ton travail. Merci beaucoup encore, Alexandre, d'être venu nous présenter tout ça et affronter des psychiatres aussi encore.